Bien, bonsoir mesdames, messieurs. Nous allons commencer ce conseil municipal. Remercier mes collègues élus, adjoints. On n'a pas la presse ce soir, mais certainement qu'elle nous regarde directement sur les réseaux. Salut aussi j'ai Monsieur Pernolet, le seul qui est dans le public et fidèle. Et puis saluer également les personnes qui nous regardent avec attention sur le live Facebook. Je rappelle aussi que vous pouvez regarder la vidéo en podcast et aller chercher en tout cas la séquence ou le sujet qui vous intéresse. Avant de commencer ce conseil municipal, vous me permettrez un hommage à Pierre Berthet, ancien maire de Belay de 2015 à 2020. Pierre Berthet aura été une personnalité belézane reconnue de tous. C'était un homme du monde associatif et de l'engagement public. Engagement qu'il aura assuré durant 7 mandats d'élu local, avec une volonté toujours constante de servir au mieux les autres et le collectif. Il a donné sa vie pour cette passion avec une implication totale. Passion qu'il n'aura au final jamais quittée, ni dans son cœur, ni dans son esprit. En tant que maire, je le remercie sincèrement pour cela, et il a toute notre reconnaissance. J'ai été en lien étroit avec ses filles, Laurence et Axel, à qui je pense tout particulièrement, et à qui j'adresse à nouveau mes sincères condoléances. Nous avons respecté la sobriété, la réserve que Pierre souhaitait, à savoir partir discrètement avec le sentiment du travail accompli. Repose en paix, Pierre, et je vous invite à vous lever pour marquer une minute de silence en vous assurant que vos portables soient éteints, s'il vous plaît. Je vous remercie. J'invite encore évidemment la population qui souhaite laisser un message sur le livre blanc qu'on a mis à disposition à venir directement à l'accueil et vous aurez tout l'occasion de venir écrire un mot et ce livre blanc sera remis directement à la famille. Le quorum est atteint et j'annonce l'ouverture officielle de cette séance du conseil municipal. La lecture des pouvoirs. Nous avons donc les pouvoirs. Annie Delpont à Annie Cluzel, Manon Turchi à Jean-Yves Edon, Pierre Roux à Jean-Michel Berthet, Virginie Berthelon à Richard Benistan, Anaïs Boutmy à Sylvie Schreiber, Madame Rosier à Charlotte Dementon. Nous avons 3 excusés, Claude Breuil, Philippe Rodriguez, Bernard Méran. On va nommer un secrétaire de séance et pour cela, Nadine, si tu es toujours d'accord, c'est parfait, merci à toi. On va valider le PV de la séance du 19 mai 2025. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, nous validons le PV. Nous passons aux décisions du maire. Décision du maire, il y en a 2. Donc, c'est la régie d'avance de l'intégrale. On augmente l'avance, 18 000 €, et la billetterie, les tarifs de la billetterie de l'intégrale.
que vous retrouvez. Oui, va venir. Ouais, ça va venir. Donc, et le tarif de la billetterie de l'intégrale. Voilà, des remarques, des questions. Pas de remarques, pas de questions. Et je vous sollicite pour savoir s'il va y avoir des questions en fin de conseil ou une intervention particulière. Oui, Charlotte, de Menton. J'aurais deux questions diverses. La question du plan canicule et la question de l'arrêt municipal des bars, restaurants et cafés. Très bien. Deux questions. Monsieur Sediki, non, c'est bon? Pas d'autres? Très bien. Annonce du prochain conseil municipal le lundi 13 octobre 2025 à la même heure. Voilà, c'est le dernier conseil avant l'été. Avant, je l'espère, essayer de prendre quelques jours de congé pour chacune et chacun d'entre vous et de rattaquer cette rentrée qui va être chargée. Info du maire, comme d'habitude, je voulais évoquer avec vous un sujet majeur, très important, c'est les urgences de Belay. Vous savez que je suis président du conseil de surveillance et nous avons donc recruté un nouveau chef de service en la personne du docteur Mathieu Thibault, donc, qui est médecin urgentiste et qui remplace le docteur Debat, que je pense bon nombre connaissent, que je salue et à qui je souhaite une bonne retraite. Et voilà, le docteur Thibault nous a permis, en lien très étroit avec Chambéry, comme je vous l'avais annoncé, eh bien, d'assurer déjà une ouverture là sur plusieurs journées à 24 heures sur 24 là, sur cet été, mais c'est surtout l'objectif d'une ouverture à 100% des urgences, donc du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, donc dès le début septembre. Ça avait été dit dans la presse, mais vous savez que c'est un sujet que voilà, Jean-Yves Edon, qui est présent aussi en conseil de surveillance pour le département, qu'on remet à chaque fois à l'ordre du jour pour nous assurer qu'on sera bien dans cet objectif-là. C'est le cas et c'est une bonne nouvelle. L'hôpital aussi a été, vous savez, il y a une grande campagne d'audit qualité qui a été réalisée et ça a été passé aussi, c'est passé sur les réseaux. L'établissement a été certifié. Voilà, avec une bonne notation, et je voulais saluer l'ensemble des agents, l'équipe médicale pour cette certification, parce que c'est très exigeant. Bonsoir Richard. C'est très exigeant d'accéder, enfin en tout cas de répondre à cette thématique de la qualité. Il faut être dans une démarche d'amélioration continue, et en tout cas tout le monde a joué le jeu et je voulais les féliciter. Donc voilà, deux bonnes nouvelles pour l'hôpital de Belay. Et je voulais vous dire que c'était quand même assez singulier sur la région, puisque on a des grosses difficultés sur les hôpitaux, que ce soit Voiron, Bourgoin, Bourg-en-Bresse. Donc c'est à la fois ce lien très fort avec Chambéry et cette attractivité de Chambéry qui nous a permis de récupérer des médecins urgentistes, et avec cette exigence qui est imposée par l'hôpital de Chambéry de faire un tiers du temps sur les urgences de Belay. Et on a voilà, un patron, je dirais, étroitement lié aussi avec le patron des urgences de Chambéry, donc forcément ça crée du lien et on arrive à ce résultat. Donc c'est un travail de longue haleine, mais surtout de faire travailler tout le monde ensemble qui permet aujourd'hui ce résultat-là. Voilà pour la santé. Sur les travaux GEMAPI, cher Dominique, je voulais quand même vous en parler un petit peu. Alors la GEMAPI, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est une compétence qui est traitée par l'intercommunalité. Je voulais simplement rappeler les travaux qu'ils sont en train de faire sur Lousson. En quelques mots, Dominique, pour informer la population. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Donc c'est la GEMAPI, qui est un projet de réhabilitation environnementale du ruisseau de Lousson et de son marais situé en territoire communaux de Belay et de Magneux. Ce projet d'intérêt général, validé au budget 2025 par les élus du conseil communautaire, a notamment pour enjeux généraux un
réhydratation de la zone humide du Marais, la réhabilitation environnementale de Lousson et la réhabilitation des fonctions et services environnementaux. Les travaux consisteront en résumé à travaux forestiers pour dégager les emprises nécessaires du chantier, création d'un nouveau lit de Lousson au sein de la zone humide, condamnation de l'alimentation du cours actuel de Lousson et des travaux de génie végétal. Les travaux sont programmés à compter de la fin octobre 2025, sous la maîtrise d'ouvrage de la CCBS en lien avec la mairie de Belay et de Magneux. Un dossier de déclaration d'intérêt général, DIG, et de demande d'autorisation environnementale sera prochainement déposé auprès de Madame la préfète de l'Ain, avec une enquête publique prévue. Voilà, donc on va réhabiliter le Lousson. C'était important de rappeler aussi l'enquête publique et puis voilà, de pouvoir, même si c'est présenté aux conseillers communautaires de Bugey Sud et aux Belaisans qui sont au sein de l'Interco, c'est bien aussi de le rappeler en conseil municipal, puisque ces travaux de GEMAPI, ils ont de l'importance et d'ailleurs sur tout le territoire, je vous invite à vous y intéresser et c'était bien de pouvoir faire un focus sur Lousson qui évidemment parle à tous les Belaisans. Autre point d'info, le bar des Aigles. Enfin, il aura fallu du temps, mais la démolition, donc il y a une préparation de chantier là au 15 juillet et il y aura de tout le travail de préparation du chantier, le curage, la démolition qui va nous amener jusqu'à fin septembre. Donc on aura un quartier un peu bousculé par cette démolition, mais c'est une bonne nouvelle et il aura fallu, vous voyez, presque un mandat pour arriver à sortir ce projet-là. C'est pas faute d'y avoir mis de l'énergie, mais vous voyez le temps administratif. Alors il y avait une volonté dès le début du mandat, mais entre la volonté et la décision prise par les élus, bien c'est un cheminement qui est assez long, trop long à mon goût, mais je le dis assez. Le fait que j'attends ce choc de simplification, mais quoi qu'il arrive, il faut être persévérant, insister, et on arrive à ce résultat avec forcément des investisseurs qui s'intéressent à ce quartier, et on vous donnera des informations notamment sur les réponses à l'appel à projet. Voilà pour le ex-bar des Aigles. Cher Daniel, tu vas peut-être nous faire un petit topo sur les événements de l'été, puisqu'on a eu déjà des belles choses il y a peu, entre le bal des pompiers, la fête de la musique, et j'en passe, tout ce qui a été le festival Mélimôme, le marché animé, ça n'arrête pas et on s'ennuie pas à Belay dans le Bugey. Et non, ça se poursuit. On s'ennuie pas, Daniel. On s'ennuie pas, monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, ce sera un été chaud. C'est pas très original, mais un été qui sera riche en animation. Il y en aura pour tous les goûts, du 5 juillet au 6 septembre, donc durant les 2 mois d'été. Avec, maintenant c'est devenu une tradition, les estivales, avec des concerts, expositions, cinéma en plein air, la 3e ronde historique automobile. Bien sûr, vous venez de le rappeler, les marchés animés du samedi matin, durant lesquels on sollicite essentiellement des artistes locaux. La médiathèque également qui va fêter aussi l'été, le centre social également. Du vélo avec le Tour de l'Ain, un Bugey Valromé Tour, anciennement TVO. Et puis, vous pourrez bien sûr consulter ce programme détaillé dans tous les lieux habituels. Le service culture a fait un très très gros travail à ce niveau-là, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, sur le site de la ville, vous avez tout le programme qui est rappelé. Une grande nouveauté cette année, puisque le feu d'artifice sera tiré le samedi 12 juillet. Donc j'insiste bien sur cette date du samedi 12 juillet. Il sera tiré, là aussi, une grande nouveauté, originalité, des bords du canal, à 22h30. Le public que nous attendons nombreux pour se prendre sur place, pour aller sur place, puisque ce feu sera tiré sur les berges du canal, rive droite. Donc j'essaye d'être un petit peu précis, c'est-à-dire à droite du pont de Coron, au-dessus de la Via Rona, direction Virignan. J'espère que tout le monde a situé à peu près le site, mais bien sûr tout cela sera fléché et indiqué. Il y aura bien sûr... pour être clair, la population doit se mettre le long de la Via Rona. Le long de la Via Rona, sur les berges du canal. Côté Agri Sud-Est, là.
Voilà, on va dire après gamme vert, au-dessus de gamme vert, mais le public pourra, s'il le souhaite, aller quasiment jusqu'au pont des Écassas, puisque ce sera tout à fait visible également de ce lieu. Donc tout ceci pour dire que ce sera certainement un moment féerique. Nous attendons nombreux. C'était une première. Bien sûr, on débriefera un petit peu tout cela, mais voilà. On rappelle quand même bien sûr les consignes de sécurité en demandant à ce que chacun respecte bien les consignes de sécurité, que ce soit en termes de déplacement piétonnier, en termes de déplacement automobile, de stationnement. On va essayer de faire au maximum pour que tout ceci soit bien indiqué. Ce feu d'artifice sera précédé du marché nocturne, place de la Victoire, de 17h30 à 22h30 et suivi d'un DJ set sur la place des terreaux en plein air jusqu'à 1h du matin. Donc voilà, je vous l'ai dit, monsieur le maire, ce sera chaud. Bel été à tous. N'hésite pas à faire voir le programme en ligne, la page. Voilà, le programme, vous l'avez ici, le programme des estivales, où tout est détaillé en long, en large et en travers. Oui, pardon Annie, j'ai oublié quelque chose peut-être? Non? Je voudrais simplement réexpliquer pourquoi ce feu d'artifice cette année sera placé là-bas. En fait, on ne peut plus le tirer des stades comme traditionnellement. Et puis en centre-ville, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Voilà, donc on a essayé de trouver un lieu. Ce n'est pas facile, les conditions sont de plus en plus drastiques. Je ne voulais pas être très très long dans mon propos, mais effectivement, nous avons placé la date du 12 juillet parce que, entre autres, le 13 juillet, il y a les 2 courses de vélo, un budget Valromé-Tours avec une course féminine qui arrive en fin de matinée et une course masculine qui arrive en fin d'après-midi et qui occupait quasiment tous les parkings de centre-ville, donc c'était très compliqué. On avait bien sûr envisagé de tirer le feu de la place de la Victoire, mais c'était assez réducteur. On voulait avoir un feu d'artifice un petit peu plus imposant que celui que l'on tire d'habitude à ce lieu-là le 8 décembre. Et bien sûr les conditions météorologiques de sécheresse qui nous empêchaient également en termes de sécurité de tirer un feu d'artifice de la place de la Victoire. Ce sera effectivement une première, on espère qu'elle sera concluante, qu'elle va plaire. Et puis bien sûr, il y aura certainement des choses à réajuster, mais on fait en sorte pour que ce soit beau et que ce soit en sécurité et que tout le monde se sente bien en famille. Et bien sûr, on espère que le public remontera sur la place des terreaux pour participer à l'animation musicale qui s'en suivra. Pas très loin. Très bien, merci Daniel. Moi je tiens à saluer aussi l'ensemble des services de la ville. Je prends l'intermédiaire de notre directeur général des services pour passer le message parce qu'ils sont très mobilisés durant cette période où l'événementiel est riche. Ils sont toujours au rendez-vous, ils s'adaptent et je tiens à les saluer parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir ce type d'événement sur la commune et c'est vrai qu'ils sont nombreux, notamment autour du cyclisme qui va nous prendre aussi pas mal d'énergie logistique. Quelqu'un voulait compléter, Nadine? Oui, je voulais juste faire un petit point sur le marché nocturne quand même. Oui. On a à peu près 30 exposants cette année, dont les 3/4 sont de nouveaux exposants qu'on n'a jamais eu sur le marché jusqu'à présent. Les gens pourront, pour les gourmands, on pourra déguster des glaces, des crêpes, des churros, et tout ça dans une ambiance musicale puisqu'on a le groupe Duo Caranouche qui animera la soirée sur le marché. Rappelle-nous le lieu du marché nocturne. Place de la Victoire de 17h30 à 22h30. Formidable. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur l'événementiel à Belay? Oui, Charlotte. Est-ce que les trajets et les horaires des navettes vont être adaptés aux événements proposés pour être sûr que tout le monde puisse participer aux estivales? Pour notamment le feu d'artifice, vous voulez dire? C'est pas calé sur le feu, non, puisqu'on n'a pas mobilisé la navette. C'est à 22h30 et en fait on reste quand même sur le même format. À Diano, il n'y avait pas de navette. J'ai eu cette remarque de certains Belaisans sur le fait de comment les gens vont se déplacer, mais à Diano, il y avait en termes d'accessibilité, je pense que c'est peut-être plus complexe Diano que demain les Berges. Et puis on aura, on a déjà vécu, moi plus jeune, c'était à Magneux. Alors Magneux, ça nous décalait un peu. Là, on est vraiment sur le bas de Belay. Je pense que ça va donner aussi une autre dimension, puisque c'est un bas de Belay et quand ça va rayonner plus sur les
Ceux qui seront même sur les hauteurs, ça va se voir quand même du haut de Belay, c'est tant mieux. Le quartier de Sonneau et ainsi de suite auront un joli spectacle. Alors, c'est très certainement ce qui pourra être mis en place ou en tous les cas étudié pour la saison prochaine en fonction de ce que l'on va pouvoir tirer, les conclusions que l'on va pouvoir tirer cette année. J'ai oublié peut-être une précision, c'est que nous avons l'accord de bon nombre de commerces locaux qui nous ont autorisé pour les stationnements, entre autres Carrefour, enfin une bonne partie des. Il faut tous les citer maintenant, Daniel. À proximité, pardon. Il faut que tu les cites tous. Weldon. Faut que je les cite tous. Oui, faut que je les cite tous. Mais bon, non pas Gamme Vert parce que Gamme Vert c'est fermé par un portail. Mais tout le secteur qui est sur la Vuaz, MDA, Picard, etc. Le petit parking qui est à proximité du Cellier des Trois Pierres et autres. Je ne peux pas citer tous les commerces qui veuillent bien m'en excuser, mais voilà, les parkings à proximité pourront être disponibles pour la plupart d'entre eux. C'est une phase de test, Charlotte. Alors ils ont essayé, je prends l'exemple de la navette sur Budget Expo, ils l'ont mis à disposition, il y a eu très peu de personnes sur ces navettes. Là, c'est une première année dans ce format-là. Je rappelle, on ne peut pas le tirer sur les stades Chastel, enfin sur les stades en synthétique. Le cœur de ville, Annie l'a dit, moi j'aurais vraiment souhaité le faire en cœur de ville comme on pouvait le vivre le 8 décembre, mais les artificiers prennent pas de risques, donc on le tente cette année et puis on me fera le bilan de savoir si c'est bien correct et si ça nous convient. Bien, merci Daniel. Nouveaux horaires d'été au niveau de la ville de Belay pour nous adapter à cette canicule qui est venue, là on a un petit coup de rafraîchissement et ça fait du bien. Et je voulais laisser la parole à notre directeur général des services, puisqu'on a appliqué lors du CST avec Nadine des nouvelles règles, donc avec les représentants du personnel, des nouvelles règles et des nouveaux horaires d'été pour nous adapter à ce climat qui a été très lourd sur ce mois de juin. Voilà. Bonsoir. Oui, effectivement, comme l'évoquait Monsieur le maire, depuis à peu près 2 ans, on est en train de réfléchir pour modifier les horaires de service et le fonctionnement de la collectivité pour prendre en compte ces épisodes caniculaires. Pour ce faire, nous avons mobilisé les représentants du personnel à travers le comité social et territorial pour engager une réflexion, pour déterminer les modalités pratiques et organisationnelles pour prendre en compte ces éléments-là. Récemment, du 1er juillet au 3 juillet, il y a eu une organisation qui visait à mettre en place au niveau des services de l'hôtel de ville un accueil public de 7h à 15h. Préalablement, et bien entendu, on a fait une action de communication et aujourd'hui, on essaye de prendre en compte au plus près, en fonction des aléas ou des points de vigilance de la météo, une organisation qui peut à la fois nous permettre de la souplesse et organiser les services pour prendre en compte ces heures les plus chaudes, notamment dans l'accueil du public. Voilà. Parallèlement, le plan canicule a été également enclenché à destination du public senior. Et puis, sur une période du 15 juillet au 15 août, les horaires de la mairie seront établis ainsi, c'est-à-dire de 7h à 15h en non-stop, avec un accueil du public sur lequel on privilégie la prise de rendez-vous, bien entendu, pour accueillir la population aux heures les plus fraîches. Voilà. On tente cette année ainsi, on en mesurera les résultats pour voir si c'est adapté. Merci Anthony. Point d'avancement de la plaine sportive, Jean-Michel Berthet, adjoint au sport, pour nous dire où on en est, comment on avance et quelles seront les perspectives à venir. Donc bonsoir à tous. Donc un point sur la situation des travaux chez la plaine sportive. La phase 1 a été terminée de juin à septembre 2024, elle est opérationnelle. La phase 2 où nous sommes en ce moment, foot, athlétisme, aire de pratique libre et l'aire de jeu pour enfants. L'ouverture du chantier a été faite le 30 mars pour une livraison foot au 18 août, on va dire sur la deuxième quinzaine d'août. Foot, athlétisme, pratique libre et l'aire de jeu des enfants seront donc terminés. Nous allons lancer dans la continuité la phase 3 qui est le coiffet avec un début de chantier le 18 août pour une livraison estimée mi-novembre voire fin octobre, tout dépend des conditions météorologiques. Entre-temps, sur le coiffet, on a refait les vestiaires à l'arrière du centre social, les carrelages, peinture, rénovation des douches, et on a mis à disposition sur le site un conteneur de 50 mètres cubes pour le CSB, pour le stockage de leur matériel éducatif. La phase 4 a commencé
Je vous rappelle que la phase 4, c'est la rénovation et restructuration de la tribune vestiaire Chastel, rénovation de la halle des tennis et construction donc des paddles. L'architecte a été recruté au mois de juin, il travaille dessus. Donc l'architecte, c'est l'entreprise Chagnac, ceux qui ont fait déjà donc toute la plaine sportive sur le sportif. Il y aura une validation des travaux dans l'automne et ensuite début des travaux sur le printemps 2026. Voilà pour la plaine sportive. Donc je voulais juste revenir un moment un petit peu. J'étais très surpris donc de voir bien sûr sur le Belay Mag comme quoi il manquait 2 millions d'euros, que nous avions revu à la baisse tout projet plaine sportive avec des matériaux au rabais. Je vous rappelle que sur la phase 1, 2 et 3, nous avons tenu 65% de subventions publiques. J'invite vraiment l'opposition à venir avec moi quand vous voulez pour visiter la plaine sportive et leur démontrer que les matériaux sont de très grande qualité. Nous avons fait le choix sur les terrains synthétiques de mettre du liège à la place des billes de pneus, comme vous le savez ce qui se faisait avant. On a une aire de pratique libre qui va être de toute beauté avec un foot à 5, avec un pump trail et puis donc un skate. Donc ce sont tous des équipements donc de qualité que nous avons mis sur cette plaine sportive. Donc j'invite vraiment l'opposition à venir visiter cette plaine sportive, parce que ça vaut vraiment le détour. Donc je suis à votre disposition quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel, je voulais préciser ce qui est très important c'est la livraison du foot le 18 août. D'accord ? Et le reste, ça soit l'athlé, aire de pratique libre, aire de jeu pour enfants, ça sera début septembre. À moins que tu aies des dernières infos plus fraîches. Alors, que ce soit l'athlétisme ou le foot, la livraison est prévue pour le 15 août, avec les homologations qui vont être prévues pour. Et l'aire de jeu des enfants est prévue pour fin août, début septembre. Merci beaucoup. Pratique libre, tout ça c'est prévu au 15 août. Merci Jean-Michel. Bien, pour les infos du maire, on a fait le tour et on va pouvoir passer aux délibérations et à ce conseil avec un premier sujet qui me concerne, puisque c'est la fixation du nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de communes Bugey Sud dans le cadre d'un accord local. Pour être très simple, je rappelle au conseil municipal que la composition du conseil communautaire de la communauté de communes de Bugey Sud pourrait être fixée à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder plus de 25% de la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l'article. Je vous passe l'article et des sièges de droit attribués conformément au même article, mais dont la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes, être répartie en fonction de la population municipale de chaque commune. Chaque commune devra disposer d'au moins un siège, important, donc on a 41 communes, aucune sur le Bugey Sud, aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges, la part de sièges attribués à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier de l'une des deux exceptions de cette règle. Donc, pour être très clair, à défaut d'un tel accord constaté par Madame la Préfète au 31 août 2025, elle fixera à 63 sièges, selon la procédure légale du droit commun, le nombre de sièges du Conseil communautaire de communauté, qu'elle répartira conformément. Il y a beaucoup d'articles. Bon, pour faire simple, nous avons le devoir et la nécessité de voter, ce qui est un peu curieux, la composition du conseil communautaire pour le prochain mandat. Quand même curieux parce que prochain mandat, il faut quand même être sûr d'y être, mais c'est comme ça. Et il faut le voter avant cette date du 31 août 2025. Je vous rappelle, les élections seront autour du mois de mars 2026 et ce conseil communautaire a cette responsabilité-là.
On est aujourd'hui 63 au conseil communautaire et le conseil communautaire souhaite, dans le cadre d'un accord local, fixer à 65 le nombre de sièges du conseil communautaire de Bugey-Sud. Donc passer de 63 à 65. Voilà le projet. Si vous regardez bien, on va peut-être faire le avant-après. Je ne sais pas si on l'avait dans la délib. Non, on n'a peut-être pas le 63. Hein. On n'a que la version 65. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez le faire voir à l'écran. Bah, vous l'avez peut-être en annexe, mais je ne sais pas si on l'a à l'écran, Catherine. Je ne pense pas. Si ? Donc pour être clair, vous avez la composition actuelle. Nous sommes 63 et 16 pour Belay. 16 conseillers communautaires pour Belay sur les 63. Il est proposé, donc vous voyez après les autres communes. Donc évidemment, pour chaque commune, à minima, un siège. Et je prends l'exemple, Culose-Béon, 5 sièges. Valromey-sur-Serrand, 2. Grollet-Saint-Benoît, 2. Chazébon, 2. Artemar, 1. Virignan, et puis après, tout le monde est à 1. L'idée, c'est, dans un souhait de meilleure représentativité, et ça avait été une demande de certaines communes, de passer à 2 conseillers communautaires pour toutes les communes de plus de 1000 habitants. Donc vous voyez que dans la version qui nous fixe à 65 le nombre de sièges, eh bien Belay, de fait, perd 3 sièges, puisqu'on passe de 16 à 13. Culose-Béon, 5. Valromey-sur-Serrand, 2. Chazébon, 2, ça ne change pas par rapport. Et c'est là où on commence à évidemment changer la règle, puisque Artemar, 2. Virignan, 2 au lieu de 1. Breims, 2 au lieu de 1. Verrieux-le-Grand, 2. Césarieux, 2. Voilà, donc c'est un sujet qui est arrivé sur la table en conférence des maires et puis au sein des instances de concertation du conseil communautaire. Moi, j'ai donné la position en tant que maire, hein, c'est-à-dire que perdre 3 sièges, déjà, évidemment, il faut qu'on en parle aussi avec les représentants de l'opposition, c'est important, ils seront forcément impactés. Donc passer de 16 à 13, ok, mais pourquoi ? Alors pourquoi, on l'a compris, c'est pour eux une meilleure représentativité de ces communes de plus de 1000, parce que c'est vrai qu'entre la commune qui fait, vous regardez, hein, la plus petite commune qui est Armix, qui a 25 habitants, qui a un représentant conseil communautaire, je comprends aussi les communes qui sont à plus de 1000, qui se disent, moi j'aimerais avoir un représentant de plus pour faire de la règle, elle est comme ça. Moi je dis juste, c'est que Belay va perdre de la représentativité, forcément, et je le dis simplement, c'est que quelle est la contrepartie ? Et j'aurais aimé, on aurait aimé, voilà, je pense qu'on l'a évoqué lors du pacte fiscal et financier, eh bien qu'on vienne traiter les problématiques qu'on a mis sur la table depuis quelques années avec Richard et d'autres collègues élus pour venir équilibrer encore et encore la relation entre Bugey-Sud et Belay. On a déjà eu un premier pas avec le protocole qu'on a signé dernièrement sur ce pacte fiscal qui intègre la dotation de solidarité, certes, mais c'est vrai que ça arrive, c'est dommage. Cette délibération, pour ma part, elle arrive un peu tard. On nous demande de nous enlever 3 sièges, et pour nous, en tout cas, la copie du pacte fiscal et financier, il manque des éléments dedans. Je pense qu'on aurait pu être ouvert sur ce sujet, si et seulement si, eh bien, on retrouvait encore de meilleurs équilibres, et qu'on ait pu traiter en tout cas l'ensemble des sujets qu'on avait évoqués, Richard, avec l'intercommunalité. Donc je vous propose, il est proposé dans cette délibération, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, décider ou refuser de fixer en application de l'article L5211-6-1, voilà, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire, et autoriser monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire. Donc, nous, ça sera, on préconise un refus de ce passage à 65. Voilà, je voulais en débattre avec vous. Le débat est ouvert. À votre écoute. Oui, Charlotte, pardon.
Alors, je comprends tout à fait la position. Moi, je me suis abstenue pendant le vote au Conseil communautaire. Et pourquoi je me suis abstenue? Parce que, évidemment, je suis pour la meilleure représentation des Belaisannes et des Belaisans dans cette instance qui est très peu connue du grand public, mais qui a de plus en plus de compétences, notamment depuis la loi NOTRe de 2015, et qui devient un espace important. Et on voit dans le tableau qu'il y a un peu une absurdité à voir des communes de 50 habitants, d'avoir un représentant pour 50 habitants, et de nous, du coup, de réduire, d'avoir déjà un représentant pour 560 habitants. On voit déjà la différence. Donc, il y a déjà quelque chose qui, évidemment, questionne. Pourquoi je me suis abstenue? Je me suis abstenue parce que si Belay vote contre, l'accord local n'est pas possible. Et il me semble que c'est important d'arriver à un accord local. Parce que du coup, le vote contre de Belay fait que c'est une décision de la sous-préfecture. Et pour moi, l'idée d'arriver à un consensus, d'arriver à une décision sans que ce soit l'État qui prenne la décision, est important. Donc c'est pour ça, c'est la première raison pour laquelle je me suis abstenue. La deuxième, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un enjeu qui est majeur, c'est la négociation du pacte fiscal, qui se négociera pas du tout exclusivement au niveau du Conseil communautaire, mais également en conférence des maires, que la présence de Belay au bureau est très importante et que c'est aussi pour moi là un espace à maintenir et à défendre. Et donc c'est un peu une forme pour moi de contrepartie, de dire, d'accepter, de m'abstenir par rapport à la perte, sachant que nous aussi, en tant qu'opposition, on serait touchés s'il y avait eu les mêmes résultats électoraux. On aurait aussi un conseiller communautaire en moins. Et on voit déjà que c'est difficile de suivre tous les espaces de discussion, les commissions, les espaces de travail du conseil communautaire. Pour nous, opposition en étant 4, du coup à 3, évidemment c'est difficile. Mais j'ai quand même choisi de m'abstenir pour cette question de volonté d'arriver à un accord avec les communautés et aussi de faire ce geste dans un contexte de négociation du pacte fiscal. Alors je pensais, Charlotte, que vous étiez abstenue parce qu'on n'en avait pas parlé en conseil. Je me suis dit, comme on n'en a pas parlé en conseil, elle voulait peut-être attendre de se retrouver en conseil municipal, mais c'est vrai que le vote du conseil communautaire est arrivé avant notre conseil municipal. On a bien entendu vos arguments. On est plutôt en phase avec ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur ce sujet complexe, qui arrive pas au bon moment, mais qui est toujours un peu surprenant de voter pour ceux qui... Et ce qui est dommage aussi, je vous rajoute, c'est qu'on c'est parti pour 6 ans après. Hein. Sauf certaines exceptions, notamment si demain il y a fusion de communes et ainsi de suite. Il y a quelques exceptions, mais c'est quand même parti pour un format à 63 pour le mandat prochain, donc le 2026-2032. Belay a une position de blocage, c'est-à-dire qu'on a une minorité de blocage. C'est-à-dire que si on décide de refuser ce soir, eh bien, ça ne passera pas sur le territoire et dans les autres communes. Voilà. Donc nous, en conseil communautaire, on s'est exprimé, on a voté contre les Belaisans, mais on a bien vu que l'ensemble du conseil communautaire, pour le reste, était pour. Normal. Voilà. Est-ce que vous vouliez... Non, j'ai été assez clair, excusez-moi de la complexité de tout ça. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, en débattre? Non. Richard, tu veux rajouter quelque chose sur le sujet? Bon. Bien. Eh bien, écoutez, qui est pour ce passage à 65? Qui s'abstient? 3 abstentions. C'est pour... non, c'est donc Madame Rosier... Charlotte et M. Sédiki. Ah, vous abstenez aussi là, encore, Charlotte. Hein. D'accord. Et donc, qui est... Ben, c'est tout bon. Qui s'abstient donc, nous refusons. C'est 65, ce passage de 63 à 65. Deuxième sujet. Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
vous avez à la fois le règlement intérieur qui est proposé et la charte de déontologie. Donc le CLSPD a été relancé sur notre mandature depuis 2020. CLSPD, c'est quoi? C'est une instance qui se réunit une fois par an déjà avec l'ensemble des partenaires, que ce soit le procureur de la République, la gendarmerie, la police municipale, les acteurs sociaux, les bailleurs sociaux, les directeurs d'établissement, la protection de l'enfance, l'AVEMA pour l'aide aux victimes. Il y a beaucoup d'acteurs et on est là pour parler de la prévention de la délinquance. On fait un point d'étape sur l'activité de la police municipale, de la gendarmerie, et on fixe des grands enjeux pour justement se mettre des objectifs. Et notamment, ça a tourné sur les violences intrafamiliales, ça a tourné sur la prévention des écrans, prévention de la radicalisation, enfin d'autres thématiques qui sont abordées dans ce CLSPD. Et on a, une fois par mois, une cellule sécurité qui est organisée au sein de la mairie et qui, donc c'est un CLSPD plus restreint, plus opérationnel, je dirais, qui nous permet, alors il y a moins d'acteurs, mais qui nous permet justement de pouvoir échanger avec les acteurs clés de la ville sur des problématiques de sécurité ou de prévention de la délinquance. Donc c'est un travail qui est fait avec quelques élus, mais surtout c'est pareil, les proviseurs, le principal du collège, la gendarmerie, la PM, on va retrouver les bailleurs sociaux. Et c'est vrai que on a réussi quelque chose d'intéressant. De ces rencontres régulières, on a pu régler beaucoup de difficultés ou repérer des familles en souffrance pour venir avec le centre social agir, ou avec les services du département, cher Jean-Yves, puisque tu es avec nous. Et surtout, on a créé de la synergie, on a créé du lien, on est beaucoup plus réactif. Maintenant, on n'hésite pas d'ailleurs à enclencher le CLSPD restreint quand on a une situation un peu critique en ville, qui interpelle, au lieu que chacun s'envoie des mails. On se met, on déclenche pas le PCS, le plan communal de sauvegarde, cher à notre DGS et à moi aussi, puisque c'est très important cet outil. Donc on déclenche pas le PCS, mais plutôt un conseil local de prévention de la délinquance restreint. Et forcément, ça permet d'échanger plus efficacement et tout de suite agir mieux sur la problématique. Donc, voilà, il nous fallait un règlement intérieur, c'est sûr, et l'adoption de la charte déontologique. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Charlotte. Bon, si on met à jour un règlement intérieur, autant enlever les erreurs. Il y a une question de genre qui m'a fait sourire, où ça n'a pas été mis à jour, donc on a une préfète dans l'Ain maintenant, pour rappel. Et surtout, j'ai trouvé rigolo que dans la composition, on soit invité la directrice départementale de la cohésion sociale, sachant que la direction départementale de la cohésion sociale n'existe plus depuis 6 ans maintenant. Quel service cela désigne? Est-ce que ça va être la DREDS ou la DRAGES, sachant que la DDCS a été divisée entre ces deux services? C'est quelque chose qu'on viendra corriger. Redites-nous la page. C'est la composition, du coup c'est la page 2 du règlement intérieur. Ok. C'est noté, il y avait d'autres remarques? Sur le règlement intérieur et la charte de déontologie, on prendra la remarque de Charlotte. On viendra recorriger. Pas de remarque sur le CLSPD. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Et on le fait passer au vote, on corrige ça, Charlotte. Merci. Parole à Jean-Yves Edon, premier adjoint en charge des nouvelles technologies, qui va nous parler des zones complémentaires d'accélération des énergies renouvelables. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Alors, il nous avait été proposé déjà au mois de mai 2024 d'identifier des zones d'accélération des énergies renouvelables, les ZENR, du territoire communal, conformément à la loi 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable.
Il a été proposé une deuxième phase par Madame la Préfète d'identification de ces zones d'accélération d'énergie renouvelable par un courrier de la direction départementale des territoires qui avait pour but de modifier ou pas ce territoire que nous avions déjà identifié donc, en date du 21 mai 2024. Si Catherine, on a la zone, voilà, pour mémoire, pour vous, la zone qui vous avait été proposée, que nous avions donc validée ensemble, soit un ensemble de 91 hectares 0,4. Pour ce qui est de la ville de Belen, nous ne l'avons pas modifié. Donc cette deuxième phase pour nous est inchangée. Donc nous sommes obligés malgré tout de vous la proposer, de la valider ensemble pour pouvoir faire un retour auprès des services de l'État. Donc conforme aux zones définies par la précédente délibération, eh bien nous avons eu un avis favorable de la commission environnement, de la commission travaux urbanisme. Donc il vous est soumis à vous, membres du conseil municipal, de valider ensemble ce retour que nous ferons à cette réglementation. Très bien. Sujet, remarque, question. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je revenais juste sur le CLSPD et saluer Sylvie Vincent, notre directrice du CCS, qui est notre directrice qui pilote le sujet du CLSPD. Elle le fait de manière très professionnelle et ça nous a permis d'avancer sur pas mal de points. Voilà, simplement la saluer, j'aime bien le faire. Merci Jean-Yves pour cette délibération. Nous allons passer à Madame Sylvie Schreiber, adjointe au scolaire jeunesse et services à la population, sur la convention triennale partenariale avec l'association Réseau Expo. Bonsoir. Donc il s'agit d'une convention effectivement triennale partenariale avec l'association Réseau Expo, mais aussi avec l'école Jean Ferrat. Le principal objectif de cette association est de favoriser la diffusion de l'art contemporain auprès du jeune public. Dans cette optique, il est proposé de mettre en place une convention afin de définir les modalités de collaboration et d'organisation entre les trois parties concernées. Une salle dédiée et équipée au sein de l'école Jean Ferrat et gérée par la directrice permettra d'accueillir les différentes écoles de Belay, mais également les résidents des maisons de retraite, des EHPAD, de l'IME et les acteurs socio-éducatifs. Les expositions pourront provenir soit d'un programme itinérant piloté directement par l'association Réseau Expo, soit d'une sélection d'œuvres issues d'une arthrothèque, choisie en concertation avec l'équipe pédagogique. Cette initiative vient compléter les actions déjà engagées en faveur de l'accès à la culture pour les scolaires. La commission scolaire jeunesse et population a émis un avis favorable le 22 mai 2025. Est-ce que vous avez des questions? Alors, juste pour préciser, dans le département, il y aura trois écoles élémentaires qui sont concernées par ce réseau expo, qui sont écoles-musées finalement. Il y a Saint-Rambert, Belay et Pont-Saint. Voilà. Il y a aussi beaucoup plus de collèges, dont le collège Sabine-Zlatin, un lycée à Bourg-en-Bresse, un lycée professionnel, et je crois qu'il y aura aussi le lycée de Belay. Il y a la Roche-Fleury comme établissement accueillant un public handicapé. Voilà. Et un EHPAD à Cerdon. Très bien. Merci Sylvie. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Parfait. Et on va laisser la parole à Richard Bénistan pour la partie sur toutes les décisions modificatives. Merci, monsieur le maire. Donc, on commence par une délibération modificative sur la commune. Voilà. On m'entend? Je sais pas. Bon. Effectivement, avec des choses qui sont relativement... Enfin, il y a peu d'éléments modificatifs. Une somme de 15 104 € qui est relative à des indemnités versées pour des remboursements de frais de formation de la police municipale. Et une somme de 3 500 € qui correspond à des financements complémentaires de subventions de l'UCAB. Voilà, le dispositif marchant mieux que prévu cette année.
Et puis, on vous propose aussi une délibération modificative sur un complément d'investissement pour 9 866 €, pour lequel il s'agit en fait de 2 lignes différentes. On a l'aménagement de la cantine sur l'école de la Rodette et une porte coupe-feu sur le gymnase Gonnet, qui sont intégrés dans ces 9 800 €. Voilà. Donc pour la commune, c'est tout ce qu'il y a. Vous voulez qu'on regarde éventuellement la culture, où là aussi il y a peu de choses, et puis on votera, si vous le voulez bien, les deux ensemble, si vous en êtes d'accord. Donc on a en fait un ajustement de recettes et de dépenses de co-réalisation de spectacles, qui crée et des recettes et des dépenses complémentaires, et qui s'équilibrent. Voilà. Donc sur des co-réalisations de spectacles pour la saison en cours. Voilà, est-ce qu'il y a des questionnements là-dessus? On passe au vote si vous le voulez bien. Qu'est-ce que quelqu'un s'abstient? Quelqu'un vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Ensuite, l'approbation du procès-verbal de mise à disposition des biens affectables à la compétence piscine et transfert de l'actif passif de la commune de Belay à la communauté de communes de Bugey Sud. Donc là, en résumé, il s'agit d'une régularisation, on va dire, comptable d'une situation de fait qui existe depuis quelques années. Et cette régularisation comptable n'avait jamais été portée au vote. En fonction des articles du Code général des collectivités territoriales qui sont énoncés, la mise à disposition des biens par la commune de Belay de la piscine doit être constatée par un procès-verbal, et qui est établi contradictoirement entre chaque commune et la communauté de communes, pour établir qui détient le patrimoine, et l'utilise en tout cas. Ce procès-verbal doit préciser la consistance et la situation juridique, l'état et la valeur comptable des biens mobiliers et immobiliers concernés. Donc, en réalité, finalement, c'est un mal pour un bien, on va dire, mais comme la piscine a depuis lors été démantelée, en large partie, en fait, on va faire un ajustement en une fois de ce qui aurait dû être fait il y a une dizaine d'années, qui va se faire sur la base des valeurs d'actifs que l'on constate désormais, alors que les travaux sont lancés, puisqu'une partie de ces actifs a été passée au rebut côté commune. Voilà, donc on vous propose de confirmer par cette décision que la mise à disposition de ce foncier et du restant bâti est assortie d'une condition à titre gratuit au bénéfice de la CCBS, et pour une durée illimitée. Et donc de pouvoir régler les opérations patrimoniales subséquentes. Donc est-ce qu'on autorise Monsieur le maire, via cette délibération, à signer le procès-verbal de mise à disposition, et Monsieur le maire, on l'autorise aussi à signer les annexes financières relatives à ce transfert d'actifs passifs vers la communauté de communes. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, c'est un peu technique. Ça change quotidiennement pas grand-chose, mais ça permet de réaffecter comptablement les éléments de patrimoine entre nos deux collectivités. Est-ce qu'on peut passer au vote, ou à moins que vous ayez des questions? Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Votez à l'unanimité. Merci à vous. Merci Richard. Et j'ai fini. Très bien. On va passer aux délibérations qui concernent Marie-Hélène Deschamps, avec convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec notre partenaire l'UCAB. Très bien, bonsoir. Donc la convention dont nous allons parler est une convention qui est signée et qui sera assignée avec également d'autres associations de la ville de Belay. Donc cette convention qu'il vous est proposé de signer est accordée au titre du projet Redynamiser le tissu commercial et artisanal du bassin de vie de Belay. Elle concerne donc l'association l'Union des commerçants et artisans de Belay. Nous menons avec cette association de nombreuses actions en collaboration bien sûr qui animent la commune, et pour les plus connus qui sont par exemple le marché de Noël et Bugey Expo,
animation et actions importantes qui mettent en jeu donc des collaborations au niveau des services techniques de la ville, du prêt de matériel, des temps agents de réunion qui sont très importants pour préparer un maximum d'animations et d'événements. Donc, il vous sera proposé d'accepter que Monsieur le maire signe cette convention d'objectifs et de moyens. Je pense que vous l'avez lu, elle est en annexe à l'ordre du jour. Cette convention donc définit les règles du jeu et s'accompagne également d'une subvention qui est proposée à hauteur de 5 000 €. L'UCAB ayant déposé un dossier par ailleurs au FEDER. Et dans la mesure où ce dossier est proposé donc à la région, il s'agit qu'une collectivité accompagne l'UCAB. Donc tout naturellement, nous avons pensé qu'il convenait de les accompagner dans leur action de chaque jour, on va dire. Preuve en est la dernière braderie qui a eu lieu ce week-end. Et c'est pour ça que nous vous proposons d'une part de signer la convention et qu'à l'intérieur de cette convention, la subvention de 5 000 € puisse être versée. Cette subvention et cette convention s'appelant pluriannuelle, mais pour ce qui nous concerne, vu la fin du mandat proche, donc cette convention ne sera pas écrite, renouvelable tacitement. Il faudra qu'elle soit renouvelée de façon expresse pour être encore en vigueur sur le mandat prochain. Est-ce que vous avez des questions? Ma question était justement celle-ci. Pourquoi utiliser un outil qui s'appelle convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens si c'est pour le faire que sur une année? Parce que c'est justement le seul dispositif dans le droit des associations qui permet de prévoir des financements sur plusieurs années, mais vous y avez répondu. Mais alors pourquoi avoir choisi de la lancer? Pour justement mettre la prochaine équipe sur ces rails-là. Une convention pluriannuelle, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils s'engagent sur 3 ans. Simplement pour commencer à les mettre dans cette disposition-là. Il faut vraiment qu'on... Alors oui, c'est une fin de mandat, mais le temps ne s'arrête pas. Hein. Si demain on n'est plus là, la vie va continuer, la vie municipale. Donc l'idée, c'est que sur toutes nos conventions, on acte vraiment un partenariat sur 3 ans, on peut se permettre. Parce que ça fait partie du choc de simplification, il faut qu'on allège un peu tout ça. Alors cette année, vous avez raison, on aurait pu faire une convention classique d'une année, mais ça met déjà les prochaines personnes qui seront à notre place, ou si c'est nous, dans cette disposition de travailler sur 3 ans. En tout cas, heureux d'accompagner l'UCAB, partenaire clé de la ville. Saluer Loïc Cata et l'ensemble de son bureau et les bénévoles qui composent l'association. Et on envoie un message à ce partenaire. Et surtout, voilà, ça se fait dans un cadre comme toutes les associations. Alors, on ne veut pas faire du papier pour faire du papier. C'est un moment, voilà, on a la ville est partenaire. Qu'est-ce que va faire la ville? Qu'est-ce que va faire l'association? Quel est le projet des uns et des autres? Et surtout, quelles seront les synergies à créer? Ça, c'est un moment formalisé dans une convention. Et c'est ce qui va être fait pour l'ensemble de nos associations, que ce soit culturelle ou sportive, notamment quand on viendra décliner la politique sportive dans les prochaines conventions de partenariat avec l'ensemble des associations, parce que nous, on a une politique à mener et il faut que ça vienne se confronter au projet du club. Et il y a certains clubs qui vont répondre à notre politique, et ils seront plus accompagnés, c'est certain. D'autres qui s'en éloignent ou qui oublient de temps en temps que le partenaire premier, c'est la ville de Belay. Je pense que ces conventions viennent remettre un peu aussi l'église au milieu du village et de se donner des perspectives pour les années à venir. Merci Marie-Hélène. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Parfait. Point 2. Donc la délibération suivante, toujours sur le commerce, se rapporte donc à une subvention, toujours dans le cadre des aides économiques que la commune apporte aux porteurs de projets qui veuillent bien prendre contact avec elle avant leur installation. Là, il s'agit de M. Jean-François Ridou qui a repris l'établissement Le Temporel qui est situé rue Saint-Martin. Avec lequel, comme pour tous les porteurs de projets qui s'annoncent, nous avons travaillé sur
les aides possibles et puis les procédures d'urbanisme à remplir. Donc au terme de ce dossier, donc Monsieur Ridou ayant souhaité reprendre l'activité de restauration qui se déroulait dans le temporel, mais avec un concept de vintage que je vous invite à découvrir, qui est très, très intéressant. Ils sont tout à fait charmants. Donc là, ils ont déposé leur dossier à la région et à la ville. Leurs travaux se montent à plus de 28 000 € hors taxes. Nous avons donc échangé en copile, comme nous le faisons d'habitude, pour valider après présentation des factures, puisque tout était en ordre. Et leur facture s'élève à 28 636,73 €, ce qui fait que la ville peut leur octroyer les 10% prévus, soit 2 863,67 €, si vous en êtes d'accord, sachant que la région cofinancera à hauteur de 20%, donc le double de ces 2 863 €. Je profite de cette délibération parce que nous avons récemment rencontré quelqu'un qui s'est installé et qui ignorait encore les aides malgré toute la communication qu'on peut en faire. Donc je voulais profiter de cette délibération pour rappeler une fois de plus que nous sommes toujours dans un dispositif pour cette partie d'aide à des travaux réalisés dans les commerces pour un montant minimum de 10 000 € jusqu'à 50 000 € hors taxes, cofinancé par la ville à hauteur de 10% de cette fourchette et la région à hauteur de 20%. C'est un dossier commun. Et pour accompagner mieux les commerces, nous avons délibéré il n'y a pas si longtemps sur une aide possible directe de la commune de 30%. Donc ça remplace l'aide région plus ville, 30%. Et cette fois sur un montant qui serait de travaux entre 5 000 € et 9 999 €. On a un budget pour ça, on a un périmètre également défini, c'est pour du commerce essentiellement de centre-ville. Ça ne correspond pas à un achat de fonds, mais ça répond quand même à une grosse demande d'achat de matériel, achat au niveau de la devanture, fourniture et pose par exemple d'une enseigne, qui sont des coûts quand même assez importants. Donc je rappelle que nous sommes là aussi pour aider les commerçants soit à s'installer, soit à moderniser ou transformer leur boutique. Et donc cette délibération m'a permis d'en parler. Donc n'hésitez pas à contacter la mairie, le service commerce pour ça. Donc là, nous sommes sur le dossier de Monsieur Ridou pour la cantine. Et j'attends soit vos questions ou de savoir si vous êtes contre. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Merci Marie-Hélène. Eh bien, la parole est à Jean-Michel Berthet, adjoint au sport, pour reparler pleine sportive à nouveau. Donc cette délibération, elle porte sur une convention de concours avec la CCBS. La CCBS a adopté par délibération en date du 10 avril un pacte financier et fiscal de solidarité pour 2025 et 2026. Ce pacte est mis en œuvre par la création d'un fonds de concours destiné à soutenir les communes dans le financement de leurs investissements. Au titre de l'année 2025-2026, ce fonds de concours d'un montant de 600 000 € est réparti selon des critères définis dans le règlement, résumé comme suit. Seuls les projets d'investissement structurants sont éligibles. Les projets éligibles doivent revêtir un intérêt supracommunal et être compatibles avec le projet de territoire tel que porté par la CCBS. Le fonds est créé à partir du 10 avril 2025 et prend fin le 31 décembre 2026. Les projets éligibles au fonds doivent avoir démarré avant la fin de validité de ce dernier. La liste des projets éligibles ainsi que les montants attribués doivent avoir été présentés en conférence des maires, instance consultative réunissant l'ensemble des maires des communes membres de la CCBS. L'aide ne pourra excéder 50% de la part du financement assuré hors subvention par la commune bénéficiaire
du fonds de concours. Considérant ces critères, il est proposé la candidature du projet Plaine Sportive Bugey Sud. Les membres du conseil municipal sont invités à autoriser le maire à déposer la candidature de la commune pour l'attribution d'un fonds de concours par la CCBS pour le projet Plaine Sportive Bugey Sud, tel que présenté, autorise le maire à signer la convention relative au pacte fiscal et financier, et fiscal de solidarité dont le projet est annexé à la présente délibération. Je vous rappelle que le montant qui a été proposé pour la Plaine Sportive est de 300 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je ne pense pas qu'il y ait des votes contre le dépôt d'une demande de subvention. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci. Donc là, toujours pour la Plaine Sportive, c'est une demande de subvention au titre de la DSIL pour la phase 3. Donc il convient aujourd'hui de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la dotation soutien à l'investissement local pour la phase 3 du projet Plaine Sportive tel qu'est proposé donc dans le tableau. Donc pour la DSIL, c'est 300 000 €. Donc tout à l'heure, on viendra sur le... la DSIL, oui. C'est la dotation de solidarité à l'investissement local. Comme vous pouvez voir dans le tableau, sur le plan financement pour le stade Coiffet, les aides publiques représentent 62%. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Et la prochaine, c'est exactement la même, et c'est demande de subvention du conseil département de l'Ain pour la phase 3 d'un montant de 150 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. Je ne vois pas le conseil régional dans les demandes de financement. C'était lors d'une première phase. C'est la phase 1 et 2. Ça a été versé. Ah, c'est fait. Là, on a eu. Ouais. Ok. C'est le département. Okay. Voilà, pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel et bien, c'était tout pour toi. Monsieur Pierre Durour, pour les subventions 2025 attribuées aux associations sportives pour la saison 2024-2025. Oui, merci Monsieur le maire. Donc je vais vous parler des subventions qui vont être proposées pour les clubs et associations sportives de Belay. Donc il y a eu 31 dossiers de déposés. À savoir que 2 associations ont déposé des dossiers mais n'ont pas demandé de subvention parce qu'ils estiment que les infrastructures mises à disposition par la commune représentent déjà une subvention indue. Donc voilà, donc c'est Gym Forme Détente et le Club des Randonneurs. Voilà, donc c'est quand même noté, intéressant d'être noté. Alors, les critères par rapport aux demandes de subvention donc, restent inchangés. Donc, selon la commission sport qui avait été créée en février 2013, donc les 6 dossiers, les 6 critères, donc c'est la discipline sportive, la répartition géographique et par âge des adhérents, les cadres et officiels, le niveau de jeu, le déplacement et l'aide à l'emploi. Donc, toutes les associations ont déposé des dossiers via le nouveau portail associatif. Donc, elles ont bien très apprécié des assimilé. associations, Ouais. Pierre. Tout à fait, très bien, pas mal très apprécié. Et voilà, il y avait eu 2 réunions à ce sujet et les clubs qui s'étaient présentés avaient été intéressés et voilà, ils avaient bien appréhendé la chose. Donc c'est un portail qui permet d'avoir une interactivité directement entre les communes, entre les clubs et associations et la commune, et de façon à avoir un traitement et une analyse beaucoup plus rapide. Voilà, donc c'est le choc de simplification au niveau de la commune. Exactement. C'est bien. Les dossiers de demande de subvention sont maintenant intégrés donc dans ce nouveau portail associatif. Voilà. Donc les propositions de subvention qui vous sont présentées aujourd'hui sont basées sur l'année sportive, bien sûr, qui vient de se terminer, donc soit 2024-2025, de façon que ça puisse coller au plus près du fonctionnement des associations. Voilà. Donc la commission sport a émis un avis favorable le 23 juin dernier, et donc vous êtes invité à vous prononcer sur la répartition de ces subventions.
tel que présenté donc, dans le tableau ci-après. Alors, il y a les subventions de fonctionnement qui concernent la majorité des associations et des clubs. Voilà. Et 3 subventions spécifiques accordées donc, dans le cadre d'un projet spécifique. Donc, l'ASA pour les 10 km de Belay du mois d'octobre, l'Ultra Trail Le Colombier et l'association Tour Val-Romé Organisation, donc anciennement TVO. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui. Qui fait partie d'une association qui souhaite s'abstenir du vote? Là, on a Marie-Hélène Deschamps qui ne participera pas au vote. Dominique Cano non plus. Après, ça ne concerne que votre assos, mais bon, comme on a le quorum, on peut se permettre. 2 personnes ne participent pas au vote. Dominique Cano, Marie-Hélène Deschamps. Pierre, est-ce que tu as fait le tour? Oui. Un grand merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je pense que pour ma part, une intervention. Il faudra qu'on rajoute, mais ça c'est dans le cadre de notre convention, de nos conventions d'objectifs et de moyens. C'est demain d'ajouter la colonne subvention induite. Je pense que c'est très important de dire aux associations et aux Belaisans, à la fois il y a une subvention, c'est-à-dire c'est une sortie d'argent et qui est remis à l'association, et elle en fait ce qu'elle en veut, oui et non, puisque maintenant on a les conventions, donc il faut qu'elle suive quand même quelques orientations, et encore plus demain avec les conventions, mais c'est surtout la mise à disposition de l'équipement pour bien faire comprendre l'investissement qui est quand même vraiment majeur par la ville de Belay auprès d'associations, parce que je ne veux pas me retrouver, comme j'avais pu l'avoir en début de mandat, avec une présidente d'association qui me demandait, enfin vous voyez, dans ces générations un peu consuméristes, qui demandaient tout sans avoir conscience que la ville de Belay, ce n'était pas un tiroir-caisse, mais bien un partenaire. Voilà. Et elle avait déjà la chance d'être dans des installations normées à la hauteur, et de temps en temps, ils oublient qui vient financer tout ça. C'est les Belaisans et nos partenaires, comme on a pu le voir dans les différentes demandes de subventions, qui viennent en investissement nous accompagner. Mais après, il faut en assurer le fonctionnement, et c'est bien de pouvoir demain aussi mettre en parallèle ces subventions induites. Cher Pierre. Tout à fait. Qui souhaite intervenir? Moi j'ai une question. Je vois boule Belaisane 0 €. Pas d'euros. Pourquoi? C'est ce qu'il... Alors, la boule Belaisane, elle a fait un dossier de subvention. Bon, elle a à peu près donc 15 adhérents avec un petit compte, avec un bon compte en banque, quoi. Donc c'est pour ça que on n'a pas mis de subvention. On fait le Grand Prix de la ville de Belay où là on leur met des coupes, des choses comme ça, mais ils peuvent largement survivre sans la subvention donc de la collectivité. La réponse leur a été donnée? Oui, mais ça fait déjà 3 ans. Hein. C'est pas la première année. Hein. C'est la 3e année où on ne donne pas de subvention à la boule Belaisane. C'est une très bonne question, M. Seiki. On n'a pas vocation à venir nourrir une trésorerie qui est déjà bien fournie. Hein. Oui. Je précise parce que je pense que chaque année, on a dans des associations, il y a des fois des niveaux de trésorerie qui nécessitent pas d'avoir une subvention ville. On préfère la récupérer pour aller accompagner potentiellement une autre association qui est un peu plus en souffrance, quoi. Voilà, donc il y a un peu cette stratégie-là. Moi, j'aimerais prendre la parole parce que là, on a vraiment un discours de méfiance envers les associations qui iraient chercher de l'argent qui n'est pas le leur. Non, c'est pas de la méfiance, c'était des la pratiques. Trésorerie, ça n'a rien à voir avec le bilan. Et donc, je ne connais pas assez les comptes de la boule Belaisane. Je ne les ai pas vus passer. Donc non, c'est pas du tout de méfiance, hein, bien au contraire, comme vous pouvez voir, on distribue 120 000 € de subventions. Donc toutes les années, c'est à peu près donc le même montant. Il y a des associations qui ont des fois un peu plus, des fois un peu moins, tout dépend du résultat sportif ou de ce qu'ils ont fait sur l'année. Mais bien au contraire, on est au chevet de nos associations, je peux vous le dire, et je peux vous le dire sérieusement. J'ai peut-être fait plus de 15 assemblées générales depuis le début de la saison, et je peux vous dire qu'ils sont très très contents. Parce que ça, ce sont que des subventions numéraires. Comme disait Dimitri, on aura toutes les subventions induites. Ça va largement monter le total des subventions que nous donnons. Je donne un exemple. Guy, qui faisait partie donc d'un club de voitures, quand il a demandé une subvention donc à Bourg, il leur disait mais la subvention, c'est des équipements qu'on vous met. Ils ont 0. Guy, tu peux peut-être nous le dire. Micro. Bon.
Et à Bourg-en-Bresse, il faut savoir que quand il nous renvoie le dossier, il nous explique que tant de barrières, ça fait tant de... Enfin, tout et tout, ça fait tant. Il valorise la subvention. Il valorise tout ce qu'ils mettent à disposition. Ouais. Donc, personnellement, je demande ça à la commission de sport depuis le début du mandat. Et je suis assez content qu'on y arrive petit à petit. Ça restera encore à finaliser. Mais je pense qu'il y a pas mal d'associations sur Belay qui n'ont pas la notion de la valeur qui est mise à leur disposition. Notamment tous ceux qui vont hériter de la plaine sportive. Parce que là, ils ont quand même un outil que très peu de clubs dans la région vont avoir. C'est justement ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on dit elles n'ont pas conscience de ce que Belay fait pour elles, mais est-ce qu'on a conscience de ce qu'elles font pour Belay? Et c'est juste, je dis, dans notre discours, faisons attention de tenir les deux points. Parce que je rencontre des personnes dans les associations qui ont l'impression qu'on demande certaines pièces justificatives, qu'on demande maintenant certains les relevés bancaires, sachant qu'un relevé bancaire, c'est un document privé avec le secret bancaire qui ne doit pas être communiqué. Donc j'ai aussi ces retours. Et c'est juste, je dis, disons l'un, mais aussi n'oublions pas l'autre. Alors le relevé bancaire, c'est pour pouvoir leur verser la subvention. Donc je pense qu'ils sont contents de donner le relevé. Voilà. Mais ce qui est normal, c'est qu'on a un regard. C'est de l'argent public aussi qu'on donne aux associations. Nous avons un regard. Mais je peux vous dire, on peut remercier, je remercie le maire Richard et puis l'ensemble du conseil qui toutes les années ne nous baisse pas cette enveloppe. C'est une enveloppe qui est à 120 000 euros. Toutes les années, elle est remise. Donc ce qui veut dire que les associations, on les a vraiment dans notre cœur à Belay. Et qu'on a envie qu'elles fonctionnent. Pour reformuler sur ce point de défiance, Charlotte, moi je précise, c'est qu'il y avait ces pratiques-là, en fait, où on alimente, on distribue la subvention sans spécialement de regard ou sans se préoccuper de la santé financière de nos associations. On a vu des assos avec une très bonne santé financière, qui pouvaient faire 4 exercices sans difficulté, et là tu te dis, tiens, la subvention, est-ce qu'elle est pertinente? Alors que j'ai d'autres associations qui sont vraiment dans le dur. Et là, il faut les accompagner. Donc c'est un moment, sortir un peu de l'usage et puis de la pratique récurrente sans trop se poser de questions. Là, on pose certaines questions et à bon escient, parce que l'idée, c'est de venir répartir l'argent sur des assos qui sont un peu plus en difficulté, moins staffés ou en fragilité. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité, c'est parfait. Nous allons passer sur les RH avec Nadine Thévenot, très impliquée en tant que conseillère déléguée sur les ressources humaines, qui participe avec moi au CST, Comité social territorial, avec les représentants du personnel, et qui va nous parler, comme vous l'aviez demandé, enfin Bernard l'avait demandé, que ça soit passé non pas en simplifié, mais en détaillé. Oui. Nadine. Donc là, ça concerne la modification du tableau des emplois à temps complet qui avait été adopté en mars 2025. Donc il y a des modifications. Donc aujourd'hui, nous avons un poste d'adjoint responsable de service environnement d'une durée hebdomadaire de 35 heures qui est devenu vacant suite à une disponibilité. Ensuite, un poste d'adjoint au directeur des pôles des services techniques qui est pourvu par voie contractuelle. On vous présentera Maxence au prochain conseil d'ailleurs. Un poste de gestionnaire administratif au service RH qui a été pourvu par voie de mutation. Et pour répondre aux besoins permanents du service du domaine public, il convient de créer un poste d'agent polyvalent au domaine public, naturellement. Donc si on reprend le tableau des emplois à temps complet, donc sur les postes vacants, donc on a un poste d'adjoint responsable à l'environnement pour disponibilité. Ensuite, on a un poste vacant de rédacteur au service juridique pour disponibilité. 2 postes vacants, dont un à l'état civil pour congé parental, et puis un au service financier pour disponibilité. Ensuite, on a un poste vacant correspondant à la création de poste. Alors là, c'est la création de poste d'agent polyvalent au domaine public. Voilà. Et on a toujours un poste vacant d'agent de police municipale, on a un recrutement en cours. Et on a un poste vacant d'agent de bibliothèque qui est en détachement pour 1 an. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc là, je vous demande de vous prononcer sur ces modifications, sur cette création de poste.
Êtes-vous... Vous abstenez? Êtes-vous contre? C'est tout bon? Ensuite, donc nous avons, c'est pareil, la modification du tableau des emplois à temps non complet. Donc en fait, il convient de créer 2 postes d'assistants d'enseignement artistique d'une durée hebdomadaire de 7h30 et 14h30, suite à des inscriptions de nouveaux élèves et à la modification de l'organisation des enseignements. En fait, on a aussi un enseignant qui a fait une demande de temps partiel à 80%. Donc, il souhaitait passer d'un temps complet de 20 heures. Ça fera donc 18 heures. Donc, il manque des heures. Et donc, on a des enseignants qui passeront donc de 12h à 14h30. Enfin, un enseignant qui passera de 12h à 14h30. Un autre qui passera de 8h à 7h30. Voilà. Et donc, sur le tableau des emplois à temps non complet. Donc en poste vacant, on a toujours un poste d'ASVP, ensuite 2 postes d'agent des écoles de 27h06 annualisés, un agent des écoles de 19h32 annualisé, et là on a la création justement de ces enseignants de musique, donc la création d'un poste de 7h30 et la suppression de celui de 8h, et la création du poste de 14h30 et donc la suppression du poste de 17h. Voilà. Donc, pareil. Êtes-vous contre? Êtes-vous pour? Ok, adopté. Merci Nadine, c'est précis. Hein. Ah bah, c'est parfait. L'amicale du personnel. Voilà. Donc, l'amicale du personnel donc, a déposé un dossier de demande de subvention près de la ville de Belay, donc du CCAS, pour 2 projets distincts en fait, l'organisation de l'arbre de Noël du personnel ainsi qu'une soirée amicale de rencontre et de cohésion des agents ainsi que des retraités. Donc une fiche projet ainsi qu'un budget prévisionnel a été déposé pour chaque projet. Donc là vous avez eu la nouvelle délibération donc avec les montants pour la ville, pour l'arbre de Noël et la soirée de cohésion et le CCAS. Et voilà, arbre de Noël et les soirées de cohésion. Donc c'est une demande de subvention de 12 000 €. Voilà, donc pareil, je vous demande de vous prononcer sur ce... Vous êtes contre? Abstention? Bon ben voilà, très bien. Merci beaucoup Nadine. J'espère que ça va satisfaire l'amicale. Oui. En plus, évidemment, du CNAS que nous avons décidé dernièrement. Alors, nous allons passer au rapport simplifié habituel. Nous avions dans ce rapport simplifié France Travail de Belay, la convention de coopération, la lutte contre le frelon asiatique, convention de partenariat 2025, référent communal avec le groupement de défense sanitaire, GDS 01 et la ville de Belay. La participation aux frais scolaires année 2024-2025, le budget principal communal admission en non-valeur, la révision du prix de vente des emplacements de parking sous l'îlot Baudin et le recrutement d'agents contractuels pour accroissement temporaire d'activité. Est-ce que vous souhaitez sortir, messieurs, dames, une délibération pour en débattre? Pas de sortie de délibération. Qui vote contre ce rapport simplifié? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Parfait. Nous arrivons à la fin de ce conseil. Et nous allons répondre aux questions donc, de Charlotte sur le plan canicule et l'arrêté sur les bars et cafés. La première, donc plan canicule, je ne voulais pas parler du dispositif mis en place par le CCAS, mais de l'impact sur les habitations des fortes températures qu'il y a eu au mois de juin. Et le SCOT est en redéfinition, on sait qu'on a trop bétonné, comment on freine la bétonisation, mais ma question c'était plus sur comment on peut faciliter l'habitat à Belay avec avec le dérèglement climatique, et notamment nous on avait proposé de comment on facilite les transports vers la forêt de Rotonne, comment on ouvre les parcs et jardins
plus tard dans la nuit et on voulait savoir. Alors on sait que la maison France Service a été déménagée, pas d'autres services, et donc on voulait savoir pourquoi ces choix avaient été faits. La maison France Service a été déménagée. Juste pendant, voilà, il fait très chaud au sein de la maison France Service, et là, la maison France Service a été accueillie à l'île au Grammont, tout simplement, ah oui, pendant sur l'île au quelques jours. Ouais, non, mais je pense. Mais voilà, pas plus que ça. Oui, sur les anciens locaux de. Non, sur les autres. Le centre social qui est au même endroit, je me demandais s'il y avait eu des. Comment Non, la question, c'est de savoir si on pourrait déplacer le centre social pour des problèmes de chaleur, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ces 3 semaines, que ce soit l'ouverture des parcs, que ce soit le déplacement de certaines activités du centre social? Qu'est-ce qui s'est mis en place et qu'est-ce qui pourrait être mis en place au mois de juillet ou d'août si ça recommence? On s'est déjà préoccupé, si vous voulez, des services de la ville et puis justement de ce qu'a évoqué tout à l'heure notre directeur général des services, puisque c'est un sujet qu'on a abordé en CST, je le répète, depuis le début d'année pour caler, parce que ça a fait débat. C'est un vrai choix aussi de la collectivité à un moment d'ouvrir de 7h à 15h. Il y a eu des oppositions aussi potentiellement dans l'équipe, parce que forcément, est-ce qu'il n'y aura pas d'impact sur la continuité du service? Et c'est des bonnes questions, mais à un moment, on n'a pas... voilà, les bâtiments, on n'a pas les moyens encore puis on ne voulait pas s'orienter à mettre des clims de partout. Donc on commence déjà par ce principe d'horaire qui vient bousculer aussi pas mal l'organisation, mais qui est en place et qui permet déjà, parce que c'est un changement de pratique pour tous, la journée en continu. Il y a aussi toute la question autour de... voilà, des équipements des EPI qui est en train d'être en cours, de l'hydratation, enfin j'en passe, toutes ces questions qui sont essentielles et qu'il faut bien poser. Après sur le centre social, enfin la crèche, on avait moins de problématiques sur la crèche parce que ça a été bien traité. Sur le centre social, j'ai pas eu de retour de terrain parce que pour moi en tout cas c'est les directeurs de service et nous on vient directement s'adapter ou en tout cas adapter l'organisation à leurs attentes. Pour le reste, on a identifié, oui, sur le Belay-Mag les différents lieux pour se rafraîchir. Mais il y a tellement encore à faire, bien sûr. On a de la chance quand même d'être dans le budget. On est à proximité. Voilà, il y a les lacs qui sont à proximité, le canal. Vous parlez de mobilité. Je rappelle qu'on a quand même cette navette qui n'existait pas, qui est en place. Alors oui, on pourrait aller connecter potentiellement Rotonne. Ça n'a pas été encore engagé parce qu'on est sur une phase de test sur la navette, justement avec d'ailleurs un questionnaire qui va passer auprès des utilisateurs. J'invite tous les utilisateurs de la navette à venir répondre à ce fameux questionnaire qui va nous permettre encore de recalibrer bien, les usages de cette navette. Je pense qu'on a quand même cette chance d'être sur une ville comme Belay et avoir un environnement autour exceptionnel avec des points de rafraîchissement. Il y a le TAD pour les transports à la demande pour les personnes âgées à un moment qui souhaitent sortir de leur logement et puis aller dans un secteur un peu plus adapté ou en tout cas plus rafraîchi. Je pense qu'on a quand même pas mal de solutions aujourd'hui. L'idée, notre priorité, nous, c'était vraiment de penser l'organisation du service public pour l'adapter à ce changement climatique. On va en tirer le bilan là, de cette première séquence. Mais c'est sûr qu'il va falloir aller plus loin. C'est pas assez, c'est des changements de pratique. On a voulu d'une période du 15 juillet au 15 août. Pareil, à un moment, il faudra peut-être qu'on l'avance un peu. On a vu que là, c'était plutôt au mois de juin que ça s'est passé. Alors qu'on avait regardé les météos précédentes. Le mois de juin était un peu plus... vous aviez jeté un coup d'œil, cher Anthony, justement, sur les météos précédentes pour voir à quelle date on pouvait calibrer ce changement d'horaire. Si l'année prochaine, enfin si en fonction du bilan, s'il faut changer et bouger les lignes, on le fera pour qu'à un moment on assure la continuité du service public. Et pour la population, orientation plus sur nos parcs et jardins, les bords du canal. Enfin, je veux dire, on a de quoi faire en tout cas, et le TAD va répondre aux personnes les plus en difficulté avec une mobilité réduite.
pour accéder à ce service-là. Remise en eau de nos fontaines, aussi, pareil, on a quand même un sujet. Ceux qui seront là, prochain mandat, il va falloir retravailler tous ces points d'eau, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des équipements qui ont des problèmes d'étanchéité, du matériel qui a remplacé. Je prends l'exemple de la fontaine des terreaux, qui est magnifique, et on l'aime bien, et on aime bien surtout qu'elle soit en eau. Mais on a quand même un problème avec le bassin. On avait déjà chiffré à l'époque la remise en état de cette fontaine, c'est 200 000 euros au bas mot, hein, l'ensemble, il faut injecter 200 000 euros. Donc ça sera un sujet sur le prochain mandat pour refaire ces points d'eau correctement. Et il en manque aussi en cœur de ville, ça c'est évident. Mais déjà remettons déjà ces points d'eau à niveau. Alors on le fait, on pallie, on met quelques rustines, ça fonctionne, mais à un moment il faudra faire un vrai investissement sur ce patrimoine. Je pense qu'on n'a pas manqué de mettre de l'argent sur le patrimoine sur ce mandat, mais il va falloir aller plus loin avec toujours cette question de la végétalisation et de ces points d'eau à installer en ville. Charlotte. Ma deuxième question, c'était sur l'arrêté. Sur l'arrêté, j'ai oublié la date, du 8 juin 2025. Relatif à la lutte contre les nuisances sonores générées par les établissements recevant du public, en particulier la nuit. Parce qu'il y a des éléments dans cet arrêté qui nous questionnent. Le fait qu'on donne la responsabilité aux cafetiers ou aux restaurateurs de contrôler les abords immédiats ou la proximité immédiate. Et donc comment on va juger de ce qu'est la proximité immédiate, comment on va juger sur quelle jurisprudence on se base pour juger ce qu'est une musique amplifiée non maîtrisée ou une utilisation bruyante des véhicules. Pourquoi aussi on limite cette demande au périmètre du centre-ville et comment on articule finalement le besoin de tranquillité des riverains qu'on comprend tout à fait et le besoin aussi des cafés et des restaurants de créer de l'activité, de profiter de l'été pour se faire connaître, profiter des terrasses. Et 22 heures, personnellement, je trouve ça tôt. Mais eh bien oui, ça vient en cohérence totale avec ce que vous avez dit. Votre première question, c'est comment on lutte contre la chaleur. Il y a un moment, en cœur de ville, quand vous vivez en cœur de ville, Charlotte? Non. Pas du tout. Donc quand on vit en cœur de ville, on ouvre ses fenêtres, hein, je peux vous assurer, la nuit, parce qu'on ne dort pas. Cher Ossine qui me regarde, on est voisins. On ne dort pas. Et il faut rafraîchir la maison impérativement. Alors, je ne vous dis pas avec ces choses, et vous ne la rafraîchissez pas. Ou à partir d'1h du matin, et encore. Et encore. Donc ce qu'on dit simplement dans cet arrêté, ça n'avait pas vocation à casser la dynamique des cafetiers, bien au contraire. On a eu des problèmes avec certains établissements, alors on est obligé de faire l'arrêté à tous pour rappeler la règle. C'est à partir de 22h, de commencer à venir réduire le volume sonore, contrôler un peu la clientèle, commencer à se dire, là on a passé un certain horaire, mais il faut commencer progressivement à réduire le volume sans faire silence. C'est pas ce qu'on dit, c'est simplement venir contrôler un peu son activité. Parce qu'on a vu, c'est toujours pareil, en fait, on fixe une règle pour les 5-10% d'établissements qui ne respectent pas les choses, et c'est bien dommage. Donc ça a été diffusé. On a voulu en faire la com, c'est comme ça, au moins on est transparent dans notre communication et c'est très bien. Mais l'idée c'était de dire, c'est pour ça que certains cafetiers ne l'avaient pas compris, c'est pas 22h vous fermez l'établissement, c'est 22h quand vous avez mis le volume, vous êtes à 10 de volume, on met à 7, quoi. On baisse progressivement, on baisse un peu l'intensité, parce qu'il y a des gens qui vivent en cœur de ville. Et quand on a le boom boom jusqu'à minuit et puis plus de contrôle ni du son, ni de sa clientèle, ni de rien, qu'est-ce qui se passe? On appelle le 17. Et on appelle le 17 une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des arrêtés avec monsieur le sous-préfet qui pose une fermeture administrative. Donc moi, je préfère, si vous voulez, qu'on anticipe un peu et puis qu'on demande gentiment, en alertant nos cafetiers, en disant attention, certaines heures, commencez à réduire progressivement le volume, à contrôler un peu sa clientèle, parce que quand on a quelqu'un qui est un petit peu éméché, puis on continue de le servir, et puis qu'est-ce que ça génère derrière? Comme ça a généré quelques années, ça nous avait bien occupé.
une clientèle qui est alcoolisée, qui se bat dans la rue, qui chante à tue-tête. Je l'ai vécu, j'habite cœur de ville. Je pense que les Belaisans ont de la chance, ils ont un maire qui habite en cœur de ville. Je peux vous dire que on se parle avec ceux qui vivent en cœur de ville et on voit tout de suite la problématique. Donc il y a des établissements, c'est parfait, c'est impeccable, ils savent gérer leur établissement, ils savent gérer leur clientèle, ils savent gérer le volume sonore, et il y en a d'autres, ça part, en fait ça dérive totalement, et puis on se retrouve à 1h du matin, ça chante, la musique est à fond, et on a des personnes alcoolisées. Qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'appeler le 17. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les personnes qui sont en cœur de ville, qui veulent de la fraîcheur, ils ferment les fenêtres. Donc, vous voyez, vous évoquez la fraîcheur, et puis il y a un moment, il faut arriver à travailler sur les changements climatiques. Je pense que cet arrêté, il vient aussi dire un peu à tout le monde, nous, on aime bien faire la fête, la preuve en est, hein. Je pense que l'événementiel est là. La fête de la musique, ça s'est très bien passé aussi. Pourtant, c'est fini tard, mais ça fait partie d'une fête nationale. Donc, c'est inscrit, je dirais, dans les têtes des uns et des autres. Mais quand, et je le comprends, quand on a des Belaisans où c'est tous les soirs ou dès le jeudi soir, c'est parti et c'est la fête jusqu'à 1h, 2h du matin, c'est un manque de respect. Donc, c'est simplement de revenir rappeler la règle et de leur dire, parce que et des fois, je sais que Jean-Michel a été souvent sollicité sur le sujet, on vient réduire un peu de 2 niveaux le volume sonore, tout de suite, ça se ressent, et ceux qui habitent autour, qu'est-ce qu'ils se disent? Tiens, mon cafetier en bas, il me respecte, il respecte son environnement, et ça se passe bien. Voilà, donc il y avait 2-3 établissements qui ont dérivé, et ça méritait quand même de rappeler la règle. Nous, on aime bien s'amuser, il n'y a pas de souci. Le bal des pompiers, ça a duré aussi... là jusqu'à 3h du matin. Bon, c'est en bas de Belay, mais là aussi, il y a aussi Sono pouvait. Alors, j'ai pas eu de retour de Sono parce que pareil, c'est le bal des pompiers, c'est une fois par an, ils le tolèrent. Je peux vous donner le retour, hein. Oui. Justement, je voulais poser la question, pourquoi restreindre au centre-ville et autoriser l'extérieur, alors que je parle donc des habitants de Courant, des habitants de Sono, des habitants des Écassins, eux aussi ils sont perturbés. Mais on le fera aussi à l'extérieur. Si on a le retour, mais aujourd'hui on n'avait pas encore de retour particulier sur l'extérieur. Je parle du bal des pompiers, c'est un peu comme le 14 juillet, c'est inscrit dans l'agenda des gens, ça pose pas de souci. Mais quand vous avez vraiment, là ça devient tous les soirs dans certains établissements, c'est tous les soirs. Et je parle même pas de musique. On a aussi des établissements où on a des gens qui viennent se stationner devant l'établissement. Ça fait l'effet de groupe. Et on parle et on se raconte des histoires dans la rue et ça dure jusqu'à 1h du matin. Il n'y a pas spécialement de musique, il y a aussi des attroupements qui se font qui n'ont pas lieu d'être. Donc à un moment, il faut venir réglementer et dire à ces gens, malheureusement, de dire attendez, vous n'allez pas discuter et hurler dans la rue comme si vous étiez chez vous, alors qu'il y a des gens qui ont les fenêtres ouvertes et qui essayent de dormir un peu et de se rafraîchir. Il y avait aussi ce problème d'établissement. Il n'y a pas que les établissements où on est alcoolisé, où il y a la musique à fond. Il y a aussi d'autres établissements où c'est le rassemblement. Un peu tout le monde, il fait frais, ils sont dehors et ça discute jusqu'à 1h du matin. Alors en soi, ils font pas de mal, mais ils génèrent une nuisance sonore qui devient insupportable pour les Belaisans. On a ces retours, donc on vient simplement rappeler une règle pour venir temporiser un peu tout ça progressivement. Moi, je serais intéressé de savoir, Charlotte, si ce type d'explication, de complément d'information vous satisfait. Est-ce que vous rejoignez le point de vue? Est-ce que vous, malgré tout, vous auriez un avis différent? Il y a 2 choses qui me questionnent. L'arrêté municipal ne montre pas la méthode. Et comment on arrive à cette décision dans un dialogue et un certain échange. Et je vois l'effet qu'a eu l'arrêté, les peurs que ça génère sur comment vont être justement arbitrés et jugés des termes qui sont peu précis. Vous avez dit limité, l'arrêté est peu précis. Et ça génère des peurs. Et la deuxième chose, c'est quel est le rôle aussi qu'on donne aux restaurateurs et aux cafetiers. Vous avez dit que les cafetiers qui continuent à servir des personnes éméchées, c'est interdit. Et tous les cafetiers savent qu'il est interdit de servir de l'alcool à une personne qui est sous, je ne sais pas comment on dit. Et donc, comment on met les cafetiers et les restaurateurs dans cette possibilité de juger, pas seulement dans leurs établissements,
mais dans une proximité immédiate qui n'est pas non plus définie. C'est ce qui me pose question, et ça continue à me poser question. Alors, mais je comprends la méthode. Sur l'arrêté, évidemment, on aurait dû aller faire de la pédagogie, présenter l'arrêté à chaque cafetier, mais c'est pareil. C'est bien, mais c'est aussi, ça prend du temps et on n'est pas assez réactif dans la décision. On a pu, grâce à l'action des élus qui sont ici présents, on le fait puisqu'on est présent sur le terrain et on vient apporter tout ce qu'on a pu vous apporter ce soir, et ils le comprennent très bien, surtout pour ceux qui font bien le job, parce que c'est eux qui s'inquiètent le plus. Par contre, ceux qui ne font pas le job, là, de toute façon, ils ont des arrêtés, ça passe en sous-préfecture. Vous inquiétez pas, ils comprennent bien. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont été alertés à plusieurs reprises. C'est pas l'arrêté, ils découvrent pas la lune, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été alertés à la fois par la gendarmerie, la police municipale, par les élus, souvent en disant attention, si tu continues, ça va pas le faire, et si tu continues, tu auras une fermeture administrative. Il y a une première lettre d'avertissement du sous-préfet, et on arrive, lui il va en mettre une lettre d'avertissement, et la deuxième, c'est une fermeture administrative. Donc ils ne découvrent pas la lune. Et vous inquiétez pas, les cafetiers, restaurateurs qui font du bon job, ils n'ont pas de soucis à se faire. Ceux par contre qui dérivent, qui n'arrivent pas à contrôler leur activité, et on en a quelques-uns, eh bien ils sont rappelés à l'ordre. Eh bien quel est le résultat? Fermeture administrative pendant 15 jours, j'espère qu'ils vont le comprendre. Mais ils ont été, rassurez-vous, on a fait preuve de pédagogie et d'alerte bien en amont, et à un moment il faut arriver aussi à venir cadrer tout ça, comme on l'a fait quand on a eu toutes les problématiques de début de mandat, parce que je peux vous dire que moi j'ai pas beaucoup dormi. D'ailleurs, ça se ressent sur la fin de mandat. J'ai pas beaucoup dormi sur les premières années de mandat, parce qu'avec Jean-Michel et toute l'équipe, on a été quand même bien occupé par un cœur de ville qui était animé, et pas animé dans le bon sens, hein. Entre les pétards, les bruits, la musique, les chants à tue-tête, les feux d'artifice, il fallait venir recadrer ça. Et les rodéos nocturnes, et j'en passe. Je pense qu'il y a une chose qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est de ne pas avoir agi en la matière, parce qu'on est venu rectifier pas mal de choses. Il y a encore du job, tout n'est pas fini, mais entre le début de mandat et aujourd'hui, je peux vous dire, je dors mieux, hein. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interrogations de l'équipe? Non. Moi, je vais vous souhaiter, donc prochain rendez-vous, vous l'aurez compris, le 13 octobre pour le prochain conseil municipal. Je vous donne rendez-vous aussi le 12 juillet avec toutes les animations entre le marché nocturne, le feu d'artifice et les animations ensuite nocturnes en cœur de ville. On pourra se voir, je l'espère. Il y a aussi le TVO, enfin toute l'activité cyclisme le dimanche. Je vous souhaite surtout un très très bel été, de vous reposer, de prendre des congés, de revenir en forme. La cérémonie du 14 juillet, mais c'est un incontournable. Et de venir en forme pour la rentrée, voilà, de profiter de vos proches, de vos familles. Merci en tout cas de votre présence et de tout le travail qu'on mène pour la ville de Belay, les Belaisans. Continuons et je vous dis très bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous suivent également. Passez un bel été. À bientôt.